8h16. L'interview politique d'Europe 1, Alexandre Carra, vous recevez ce matin Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Madame, monsieur, c'est à vous. Sylvia Pinel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, plusieurs SDF sont morts ces derniers jours suite à la vague de froid. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement avait suffisamment anticipé cette vague de froid ? D'abord, je tiens à exprimer la solidarité et l'émotion du gouvernement, puisque lorsque de tels drames proviennent, on ne peut jamais se sentir bien, puisque la solidarité nationale est évidemment touchée, impactée. Et derrière ces drames, c'est évidemment des moyens qui doivent être mis en œuvre pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Et c'est le sens. Ces drames étaient évitables ? C'est le sens des mesures que nous avons mises en œuvre et que nous avons voulu prendre, non pas depuis quelques jours ou quelques semaines, mais depuis 2012, où nous avons voulu ouvrir des places d'hébergement pérennes et faire en sorte que les sans-abri puissent être accompagnés pour aller vers un logement pérenne. Sylvia Pinel, si je vous entends bien, tout avait été fait pour éviter ces drames, donc vous me dites que finalement, ces morts étaient presque inévitables. Ce que je disais, c'est que évidemment, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'outils à disposition des services de l'État, des préfets qui sont extrêmement mobilisés sur le terrain avec les associations. Et je veux d'ailleurs leur rendre hommage parce qu'ils effectuent un travail remarquable tous les jours au profit des plus démunis de nos concitoyens. Évidemment, on peut toujours améliorer le système et ce n'est pas moi qui vais vous dire que tout est parfait, la preuve. Quand on constate autant de décès, on ne peut pas, comme je le disais, dire que tout va bien. Mais en même temps, des choses ont été faites et des consignes précises ont été passées, notamment sur la nécessité d'ouvrir des places en fonction des besoins et non des températures, pour demander aux services déconcentrés d'être particulièrement vigilants, de renforcer les équipes de maraude sur le terrain pour aller au contact des sans domicile fixe, pour leur proposer des solutions d'hébergement, pour essayer de mieux les accompagner et aussi de développer des solutions alternatives à l'hébergement d'urgence. Et cela, évidemment, cela s'anticipe. Mais est-ce que l'État en fait assez ? Aujourd'hui, on sait, on manque de places d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, le gouvernement consacre plus d'1,3 milliard à l'hébergement d'urgence. Ce sont des moyens importants, des moyens très significatifs qui sont dégagés en faveur des plus démunis. Évidemment, il y a des zones dans notre pays, des zones tendues, où il y a des difficultés particulières. Je pense aux grandes métropoles en particulier. Mais dans le reste du territoire, les situations sont plus contrastées et les solutions d'hébergement d'urgence apparaissent suffisantes dans certains territoires. En revanche, dans les zones plus tendues, les préfets ajustent au jour le jour en fonction des besoins et ouvrent des places en fonction des besoins. des Les besoins aujourd'hui ne sont pas suffisants, on le sait. Ce qu'il ne faut pas augmenter, les budgets, ouvrir de nouvelles places, parce qu'on le voit aujourd'hui avec l'augmentation de la précarité, il y a effectivement de plus en plus de SDF dans la rue. Il y a de plus en plus de besoins et nous avons tout au long, depuis le 1er novembre, nous avons ouvert 6 000 places supplémentaires. Et si je fais une comparaison... 6 000 places supplémentaires et qu'il y a 12 000 personnes supplémentaires dans la rue, ça ne suffit pas. Et tout au long, au fil des jours, nous continuons à réajuster, à augmenter en fonction des besoins et des signalements qui sont formulés notamment auprès du 115. Mais si je fais une comparaison par rapport au nombre de places cette année, c'est 6 000 places de plus que l'année dernière à la même époque. Donc, vous le voyez bien, nous avons mis des moyens supplémentaires et entendu les besoins exprimés notamment par les associations, puisque cette comparaison, 6 000 places de plus, ce n'est pas rien. Mais les associations, justement, critiquent l'utilisation de ces moyens supplémentaires, notamment ce qu'ils appellent la gabegie hôtelière. Visiblement, aujourd'hui, on dépense près d'1 million d'euros par jour pour loger des familles dans des capacités hôtelières. Et aujourd'hui, les associations, hier, Jean-Baptiste Ayrault, le porte-parole du DAL, sur cette antenne, vous interpellait pour dire, mais utilisez cet argent pour louer des logements classiques. Les nuitées hôtelières que vous évoquez, effectivement, n'offrent pas une solution satisfaisante d'hébergement.
parce que j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui avaient été hébergées à l'hôtel. Pour les enfants notamment, cela pose des problèmes de sommeil, de malnutrition, de temps de travail scolaire également. Et c'est évidemment une préoccupation. Et depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai souhaité que l'on travaille pour mettre en œuvre un plan de résorption des nuitées hôtelières, parce que effectivement, personne ne peut se satisfaire de la manière dont les personnes sont hébergées à l'hôtel. Mais pour autant, face à l'urgence, face aux situations exceptionnelles que parfois nous connaissons, on ne peut pas fermer la porte à la nécessité de mettre à l'abri et de protéger un certain nombre de personnes. Je pense notamment aux femmes seules avec des enfants. Il est préférable qu'elles soient hébergées dans un hôtel temporairement plutôt que de rester à la rue. Donc il faut là aussi regarder les choses en face dans des situations qui, je le répète, sont toujours humainement difficiles. Ce qui est dommageable dans l'hôtel, quand c'est une solution temporaire, cela peut être acceptable. C'est le temps que restent parfois certaines personnes hébergées à l'hôtel. Et c'est ce système-là que je veux effectivement réformer. Et nous y travaillons activement avec l'ensemble des associations et avec l'ensemble des préfets qui sont particulièrement concernés. Je rappelle qu'en Île-de-France, la situation est plus préoccupante que dans d'autres territoires. Sylvia Pinel, plus généralement, c'est la situation du logement en France qui est dramatique. Selon les chiffres publiés par votre ministère hier matin, pour la première fois depuis 16 ans, les mises en chantier sur les 12 derniers mois sont passées sous la barre symbolique des 300 000 logements. C'est un chiffre catastrophique. Cela, justement, fait écho à ce qu'avec le Premier ministre, nous avons voulu enrayer, c'est-à-dire la chute des délivrances de permis de construire et la chute des mises en chantier. Et c'est le sens des 2 plans de relance que nous avons présentés. Comment on en est arrivé là ? Ça fait 2 ans et demi que vous êtes au pouvoir. La promesse numéro 22 de François Hollande, c'était 500 000 nouveaux logements par an. On en est mais très 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 loin. Je rappelle que le chiffre que vous évoquez est à peu près sensiblement le même que celui connu en 2009. Donc on ne peut pas dire que la chute de la construction a débuté en 2012. C'est un phénomène qui avait commencé dès 2009. C'est que vous aviez promis, que vous alliez augmenter le nombre de logements. Et cela avait été accentué par des incitations fiscales faites par la droite qui n'avaient pas justement de ciblage ni d'aspect de caractéristiques sociales. Et ce que nous avons fait justement depuis 2012, c'est d'adapter la politique du logement au territoire, c'est-à-dire de construire là où il a des besoins, particulièrement dans les zones tendues, et de donner des dispositifs qui permettent de s'adapter à la situation et aux données économiques et sociales des territoires. La loi Duflot qui est responsable aujourd'hui du manque de confiance des investisseurs et des acquéreurs. Parce qu'on le sait, en règle générale, tout ça, ça se lance 12, 18 mois auparavant. On sait que c'est le résultat du chiffre d'aujourd'hui vient du manque de confiance d'il y a 1 an et demi. Alors, est-ce que la loi Duflot n'est pas responsable de ce chiffre catastrophique ? 2009, il me semble que Cécile Duflot n'était pas aux responsabilités et François Hollande. Oui, sauf qu'il y a eu cette grande loi, effectivement, Duflot, et qu'entre-temps, le chiffre est retombé. Cette loi n'était pas appliquée jusqu'à... il y a quelques décrets qui ont été pris. Vous savez, la et puis il est assez caricatural de résumer la loi Duflot à quelques mesures. Ceci étant, nous avons voulu, avec le Premier ministre, agir avec efficacité et pragmatisme. Donc, juste pour terminer, vous n'avez pas d'explication sur le chiffre et sur la baisse de ces mises en chantier. Vous dites c'est juste la faute de la conjoncture, la faute de la crise. D'abord, l'aspect économique est particulièrement important. Lorsque nous sommes dans une période difficile pour les Français, vous le savez bien, ils peuvent hésiter à s'engager sur du long terme. Acheter un logement, ce n'est pas acheter quelque chose qui se résume à 1 an d'investissement. C'est plusieurs années. Donc cela est important dans un contexte économique difficile. Ensuite, il fallait, oui, que la confiance revienne auprès des investisseurs privés et institutionnels. C'est le sens des mesures. Effectivement, elle avait disparu. Mais c'est aussi lié au contexte économique, à certaines mesures qui ont
ont pu effectivement les inquiéter. Mais on ne peut pas résumer les choses de manière aussi caricaturale, pardonnez-moi, que vous venez de le faire. Donc des investissements, pour l'investissement locatif, nous avons ciblé les choses, nous avons permis aux ascendants-descendants de louer le dispositif de permettre à un enfant ou à un parent d'occuper le logement. Nous avons réformé le prêt à taux zéro pour qu'il permette davantage aux classes moyennes d'accéder à la propriété dans les zones moins tendues. Nous avons aussi agi sur la fiscalité. Donc bref, toutes ces mesures, certaines qui sont applicables depuis le 1er octobre, d'autres qui le seront au 1er janvier, vont petit à petit produire leurs effets. Parce que je rappelle que le temps de la construction est un temps long. Il faut entre 8 et 9 mois entre la délivrance du permis de construire et la mise en chantier. Vous êtes ministre du Logement. Aujourd'hui, c'est près de 42 milliards d'euros qui sont injectés chaque année dans la politique du logement. Et on voit le résultat avec ces chiffres catastrophiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être ambitieux et faire une grande réforme, effectivement, de la politique du logement et de ces allocations, de ces choix financiers? Regardez les choses en face. Quand on met en œuvre ces mesures, qui, certaines, je le répète, ont été mises en œuvre au 1er octobre, d'autres qui le seront au 1er janvier. Donc elles ne sont même pas encore applicables. Et déjà, comment voulez-vous que des mesures qui ne sont pas applicables portent leurs fruits? Il faut attendre quelques mois avant de dire... C'est ce qu'on a vu, ces incitations financières, on les a vues dans le passé. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai problème. Vous ne m'avez pas écouté parce que ce n'étaient pas les mêmes. Elles ne sont pas ciblées. C'était des mesures comparables. Non, elles ne sont pas ciblées de la même manière. Et il est très important, justement dans la politique du logement, d'avoir des ciblages des dispositifs pour qu'ils correspondent justement aux réalités du marché. Et c'est ce que nous avons fait avec le Premier ministre. C'est ce que nous verrons donc en 2015. Merci Sylvia Pinel d'avoir été notre invitée ce matin. Merci Madame la Ministre, merci Alexandre Carra.